Pierre, les Canadiens de Montréal qui traversent une période plus difficile avec 6 défaites à leurs 7 derniers matchs. Les blessés également qui s'accumulent en grand nombre. Mais s'il y a une chose qu'on sait de Jeff Gorton et Kent Hughes, c'est qu'ils ne vont pas poser un geste, une transaction motivée par la panique. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas nos devoirs du côté des Canadiens de Montréal et qu'on ne regarde pas ce qui est disponible sur le marché des transactions. Mais la grande question, Pierre, est-ce qu'il y a beaucoup de vendeurs justement sur le marché? Non, c'est ça vraiment le plus gros problème, que plusieurs formations, pas seulement le Canadien, mais plusieurs formations qui veulent transiger rencontrent dans le moment, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'équipe qui croit que leur saison est déjà terminée. Alors, c'est ça. Évidemment, il y a les Flames de Calgary qui vont être vendeurs éventuellement, les Prédateurs de Nashville, et on sait aussi que les Blues de Saint-Louis, qui, eux autres, espèrent quand même de faire partie des séries, mais qui ont indiqué aux autres équipes, Doug Armstrong, le DG, que les autres seraient prêts à transiger, mais ça, c'est différent. C'est pas vendeur. Ça, c'est un joueur pour un joueur. Bon. Où ça met le Canadien, c'est que de ce que j'entends avec mes sources à travers la Ligue, c'est que Kent Hughes et Jeff Gorton font leur appel. Ils veulent comprendre où le marché se trouve. Et je pense que les Canadiens font deux différents genres d'appels. C'est sûr qu'il y a les appels sur la plus grosse échange pour aider le top 6 parmi les joueurs d'avant. On sait que le joueur de centre numéro 2, ça fait depuis l'été. Ça fait longtemps. C'est une priorité. Mais qu'est-ce qu'on reconnaît maintenant aussi, en parlant aux autres équipes à travers la Ligue, c'est que le Canadien aussi est ouvert à aller chercher un allié. Si c'est ça qui est plus réel, au lieu d'un joueur de centre qui pourrait aider le top 6. À la fin de la journée, je pense pas qu'il y a rien de proche présentement, mais c'est le genre d'appel qu'on fait à travers la Ligue. Mais pendant ce temps-là, il y a peut-être, on peut transiger un peu moins sur le côté profondeur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut aider le groupe, que ça nous coûte moins cher aux Canadiens? Alors, ces appels-là aussi se font faire à travers la Ligue de Kent Hughes. On sait que le Canadien, d'ailleurs, s'est essayé sur le joueur autonome David Kampf, le joueur de centre, qui a décidé, au lieu de signer avec les Canucks de Vancouver. Mais c'est un exemple d'un joueur de profondeur où le Canadien regarde toutes les options aussi. Bon, alors on verra bien. Exemple, parce que j'ai lu ton texte également et je pense pas que les Canadiens, présentement, pensent à avoir une chance pour la Coupe cette année non plus. Donc, on ne veut pas commettre un gros geste, une transaction qu'on va regretter plus tard. Là. On ne va pas brûler d'étapes du côté de Kent Hughes et Jeff Gorton. Oui, c'est un très bon point, Alex. Je pense pas que Kent Hughes et Jeff Gorton vont perdre la vision. C'est sûr qu'il y a des blessures, mais ça ne changera pas le fait que peut-être qu'ils ne vont pas vouloir le dire publiquement, mais la direction du Canadien ne pense pas que ça sent la Coupe cette année, même que le Canadien a commencé très fort. C'est vraiment de continuer à bâtir. Alors, si on transige d'une façon importante d'ici le 6 mars, la date limite, c'est le genre de transaction qui pourrait aider l'équipe, non seulement cette année, mais évidemment passer cette saison. Le genre de change, d'ailleurs, qu'on a vu depuis le début de Kent Hughes et Jeff Gorton avec le Canadien. Tu parles du marché des transactions. Le classement, comme tu l'as dit, est tellement serré. Tout le monde pense avoir une chance peut-être de participer aux séries éliminatoires. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de vendeurs. Et là-dedans, tu as les Capitals de Washington. Je comprends qu'ils sont terminés premiers dans l'Est l'an passé. Et là, se retrouvent en milieu de peloton. Il n'y a pas lieu de paniquer non plus. Mais ce n'est pas nécessairement le début de saison auquel on s'attendait du côté de Washington. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Et notamment la blessure subie par Pierre-Luc Dubois. Et du côté des Caps, je ne pense pas qu'on s'attend à le revoir de sitôt dans la formation. Non, la perte de Pierre-Luc Dubois fait très mal aux Caps. Écoute, c'était un joueur, depuis qu'il est arrivé à Washington la saison dernière, qui avait vraiment joué contre les meilleurs joueurs offensifs de l'autre formation à chaque soir. Vraiment des match-ups difficiles pour Pierre-Luc Dubois, qui faisait tellement bien avec ça. Alors, c'est un trou dans l'alignement qui est quasiment impossible à remplacer Pierre-Luc Dubois. Qu'est-ce que je m'ai fait dire ce matin, c'est qu'on pense maintenant chez les Caps de revoir Pierre-Luc Dubois dans l'alignement après les Olympiques. Alors, écoute, on espère que c'est peut-être 1 ou 2 matchs avant, mais je pense que c'est plus réel de le voir après les Olympiques. Alors, c'est vraiment à long terme pour Pierre-Luc Dubois. Pendant ce temps-là, par exemple, il y a des choses qu'on peut corriger chez les Caps. Et Alex, c'est quand même étonnant de voir que les Capitals de Washington sont 30e ce matin dans la Ligue nationale sur l'avantage numérique et 28e sur le désavantage numérique. Alors, les unités spéciaux font très mal aux Caps. C'est vraiment la grosse histoire. Pourquoi que les Caps connaissent un début de saison pas étincelant?
Parce que la réalité, c'est que Logan Thompson, incroyable dans les buts. Tout à fait. Alors, le gardien de but fait sa job. 5 contre 5, les Caps, quand même, ont des chiffres qui démontrent une équipe, encore une fois, qui devra faire des séries éliminatoires. Mais c'est les unités spéciaux que les entraîneurs chez les Caps travaillent très fort dessus quand ils ont le temps dans les pratiques récemment. Puis on sait que le Canadien, pour ce soir, le Canadien, l'avantage numérique, ça, c'est vraiment quelque chose à voir là, avec les Caps 28e dans la Ligue. Et tu veux évidemment pas que les Capitals débloquent ce soir contre les Canadiens de Montréal. Et juste pour donner une idée aux gens, l'an passé, c'était 23,5 d'avantage numérique. Cette saison, c'est 13,8. L'an passé, Pierre, Alex Ovechkin a terminé la saison avec 14 buts en avantage numérique. Cette saison, 0. Pas encore marqué un seul but. On va espérer pour les partisans des Canadiens que ça ne se passe pas ce soir à Montréal. Alors, on va parler des Jets de Winnipeg maintenant. Le capitaine Adam Lowry qui a signé une prolongation de contrat, 5 ans avec une valeur totale de 25 millions de dollars. On entend souvent cette phrase-là. Il n'y a personne qui veut jouer à Winnipeg. Il fait froid. C'est une ville plate. Il ne se passe absolument rien. Mais c'est drôle parce que malgré tout, les Jets, qui réussissent quand même à conserver leurs joueurs autonomes année après année, Lowry, Hellebuck, Scheifele également, on a vraiment fait du bon travail pour vendre notre projet à ces joueurs-là, justement. Exactement. Et puis, écoute, il faut quand même le dire. Oui, il y a plusieurs joueurs encore qui ont Winnipeg sur leur liste de noms-échanges, mais c'est pas juste Winnipeg. La réalité, c'est qu'il y a plusieurs équipes canadiennes sur les listes de noms-échanges avec plusieurs joueurs. Ça demeure un fait, mais je me rappelle de ma conversation avec le propriétaire des Jets, Mark Chapman, au lendemain de la grosse signature de Kyle Connor au mois d'octobre. Puis on a parlé de ça. Puis Mark Chapman a été comme un peu émotionnel en disant « Est-ce qu'on va arrêter de dire que les joueurs ne veulent pas jouer à Winnipeg? » Justement, il a mentionné Scheifele, Hellebuck, Kyle Connor, une grosse signature, évidemment. Et là, le capitaine Adam Lowry, hier soir, qui signe un nouveau contrat. Ah oui. Les joueurs qui passent du temps à Winnipeg, qui ont joué à Winnipeg, qui ont des familles comme ça à être à Winnipeg, ils veulent rester à Winnipeg. C'est pas pour tout le monde, mais évidemment, on le voit, le noyau de l'équipe qui demeure avec la confiance qu'on a une chance de gagner une Coupe Stanley. Puis ça, c'est un gros morceau de ça aussi, Alex. Ah oui. Si les Jets, c'était pas une bonne équipe, c'est peut-être une différente conversation, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les joueurs de noyau croient qu'ils sont proches de se rendre jusqu'à la fin. Et ça aussi, c'est une raison qu'on garde nos joueurs à Winnipeg. C'est Pierre, Winnipeg, c'est une ville de hockey. Les partisans adorent les Jets de Winnipeg. J'adore l'espèce de white-out également. Lorsque tout le monde s'habille en blanc, on voit que cette ville-là mange du hockey, adore les joueurs, adore les Jets de Winnipeg. Pierre, on va parler, encore une fois, des Jeux olympiques de Milan. Il y a quelques semaines, sans dire que la LNH paniquait un peu plus de 2 mois du début des Jeux. On n'était pas certain si l'amphithéâtre allait être prêt. Et là, enfin, je pense pour la première fois, on a des bonnes nouvelles de ce côté-là. Et même, Alex, la semaine passée, Gary Bettman, après la réunion des DG ici à Toronto, était encore inquiet. Mais finalement, qu'est-ce que la Ligue nationale a fait? C'est qu'ils ont envoyé 2 de leurs personnes qui travaillent dans la Ligue, Derek King et Dean Matsuzaki, qui ont été cette semaine à Milan pour inspecter l'amphithéâtre eux-mêmes avec leurs yeux. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont envoyé comme mise à jour à la Ligue nationale? C'est que c'est pas trop pire. Alors, j'ai communiqué avec Bill Daly hier, Bill Daly de la Ligue nationale, qui m'a dit que finalement, on reconnaît qu'il y a du progrès avec la construction de l'amphithéâtre de Milan. Alors, la Ligue nationale, finalement, qui est moins inquiet. Puis écoute, la raison que tout le monde est inquiet, c'est qu'il n'y a pas de plan B. Ah, c'est ça. Il n'y en a pas d'autres arénas en Europe ou en Amérique du Nord qui pourraient remplacer l'aréna pour avoir un tournoi olympique. Il faut que ça soit construit à temps. Et puis, on pense que ça va être construit par la mi-décembre. Ça s'en vient. Comme on dit, on va le croire quand on va le voir justement à ce premier match-là aux Jeux olympiques donc, de Milan. Merci beaucoup, Pierre. Et comme toujours, on invite les gens à se rendre sur la chaîne YouTube de RDS pour entendre notre conversation dans son intégralité. Encore une fois, merci beaucoup, Pierre Lebrun.